Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Merci de prendre donc le rendez-vous de votre émission Week Echo. On parle dans ce numéro de géopolitique et de diplomatie béninoise à l'aune des réformes engagées au cours de l'année écoulée. Entre consolidation de la crédibilité du Bénin au plan régional, continental et international, prouesse diplomatique et positionnement des cadres béninois dans les organisations internationales. Quels sont les défis à relever par la Maison Diplomatie pour l'année 2022? Les confrères vont en parler d'ici une quinzaine de minutes environ. Et dans la seconde partie, il sera question des défis du secteur privé béninois pour l'année 2022 avec la pandémie de Covid-19 qui a presque asphyxié les entreprises du privé en réduisant énormément leur activité et par ricochet leur chiffre d'affaires. On se demande comment les acteurs du secteur privé comptent s'y prendre pour la relance de leur activité durant l'année 2022. Roland Ribou, président du Conseil des investisseurs privés du Bénin, sera avec nous pour en parler. Voilà donc qui donne le ton pour les prochaines 52 minutes. Tout de suite, on va marquer un premier arrêt, c'est le mini-journal. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue dans ce mini-journal de Week Echo. On démarre par des nouvelles des religions endogènes. Le panthéon vaudou au Bénin est riche par sa diversité de divinités. Parmi cette multitude, on distingue la divinité Mami Dan. Pour certains, elle est une religion, mais pour d'autres, un patrimoine culturel que des adeptes célèbrent et vénèrent. Une équipe de notre rédaction a fait une incursion dans un couvent de la divinité Mami Dan. Petroni Lokosu, Sabiret Awo et Patrick Adjaboudjou. Mami Dan, une divinité du panthéon vaudou qui est généralement représentée par un serpent enroulé autour d'une femme. Figure mythique et très populaire dans les cultes endogènes du Bénin. Mami Dan est la déesse des eaux, précisément de la mer. La mer, c'est la maison de l'amour, c'est là où règne la puissance matricielle. C'est là où on parle du féminin sacré. Mami Dan, symbole de la féminité. C'est la femme qui génère l'énergie, qui transporte tout ce que nous avons comme doléance vers le monde divin. Et c'est pour cela que vous allez remarquer qu'il y a beaucoup plus de prêtresses que de prêtres Mami Dan. C'est à travers la femme que n'importe quel culte se célèbre. Nous sommes dans un couvent du culte Mami Dan. Les femmes vénèrent leur Dieu protecteur à travers des chants et danses. Ici, chaque adepte est un initié. Pour devenir adepte de la divinité Dan, il faut être d'abord initié. Quand on révèle une divinité en vous, il y a les cérémonies qui sont afférées à cette divinité qu'on fait. Et les noms sont attribués en fonction de la divinité qui incarne chaque personne. Dans les temples de Mami Dan, cette entité spirituelle endogène, les cérémonies sont faites de rituels, d'offrandes et de libations pour témoigner amour et fidélité à la déesse des eaux, la divinité de la prospérité. Tout couvent a son Dan, parce que Dan, c'est la déesse de la prospérité et de la richesse. Le Vodou Sapata dans Mami donne la santé, le Vodou Sapata c'est la richesse. Mami donne prospérité et protection. Mami Dan aime aussi la couleur blanche. Le Mami Dan parle d'abord de la sainteté. Et la couleur blanche, c'est la sainteté. Il y a les autres couleurs qui viennent, comme ces pelles-là, c'est en fonction des divinités. Et le blanc, il ne porte pas tous les jours. Il y a certains jours qui doivent porter le blanc. C'est une divinité qui aime trop la beauté, que la beauté l'attire de trop. Et ce n'est pas l'attirance de la beauté qu'elle s'est donnée comme couleur, la couleur blanche. Au-delà de leur apparat qui rehausse le patrimoine culturel et cultuel du Bénin, ces adeptes de la communauté Mami Dan savent aussi invoquer l'esprit de l'eau pour que règne la paix et le bonheur entre les hommes. La Séroma, la Nyanou, alors le Tohomo Kanzozoa, FIFA, Sounou, Yoko, Merobi, Dagbe, Tuamaniaba.
Et puis cette nouvelle en environnement au Bénin, le gouvernement a pour ambition de créer des aires marines protégées. Ces aires marines couvrent Donatin à Cotonou et la Bouche du Roi à Grand Popo. La décision a été prise en Conseil des ministres. L'objectif est de sécuriser ces écosystèmes qui regorgent d'une riche diversité biologique menacée ou en voie d'extinction. Qu'est-ce qu'une aire marine protégée et ses avantages? Amandine Aniambossou nous édifie. L'écosystème marin subit d'énormes pressions. Les menaces proviennent de la surpêche et de l'exploitation. À cela s'ajoutent les impacts des changements climatiques. Aujourd'hui, les ressources halieutiques comme les poissons et autres manquent vraiment de façon même criarde. Le Bénin aujourd'hui, si je prends l'estimation du Bénin en ressources halieutiques, en poissons, nous sommes à près de 200 000 tonnes par an. Aujourd'hui, la mer ne donne même pas 100. Donc le reste là, ce n'est pas l'importation de poissons. Donc si on continue comme ça, vous comprenez que d'ici 5 ans, 10 ans, on n'aura plus rien. La menace est bien réelle et la création des aires marines protégées permet de sauvegarder la biodiversité et les ressources halieutiques disponibles dans ces écosystèmes. C'est juste un espace marin délimité pour un but de protection des ressources marines. À l'image, si je fais une analogie par rapport au continent, nous avons les forêts classées, nous avons des forêts protégées. Donc c'est la même chose qu'on fait au niveau de l'espace maritime de chaque pays pour protéger les ressources. Nous pourrons faire à partir de maintenant, commencer réellement la gestion de nos ressources et estimer que nos enfants, la génération à venir aura quelque chose à voir. Au Bénin, cette lutte date de plus de 20 ans. La création des aires marines protégées est une opportunité pour le tourisme. Création d'une aire marine protégée, c'est d'abord en faveur des espèces menacées qui fréquentent cette zone. Le cas des tortues marines, le cas des baleines, des dauphins et du lamantin d'Afrique, et aussi le cas des poissons. Parce que si la pêche se fait partout et à tout moment, il arrivera un moment où il n'y aura plus de poissons. Quand nous disons qu'il n'y aura plus de poissons, certaines personnes nous demandent si nous sommes Dieu. Mais Dieu l'a créé pour nous. Mais Dieu a oublié de nous demander de tout détruire et de revenir. Et le Bénin, en délimitant des espaces, ça veut dire que le Bénin donne une chance pour que quand les espèces marines viennent proches de nos côtes, ces espèces se retrouveront plus en sécurité et ça profitera au monde entier. Et à partir de ce moment, toutes les ONG du Bénin qui œuvrent pour la protection des ressources marines peuvent envoyer leur dossier pour avoir des financements, pour la protection des tortues, pour la gestion de cela, pour l'élaboration de même des PAG, des plans d'action et de gestion pour ces aires marines protégées. Donc, vous voyez, c'est une opportunité. Beaucoup d'ONG pendant très longtemps ont souffert de ce manque-là, de cet outil qui n'est pas arrivé. Aujourd'hui, nous avons l'acte de naissance signé par l'État. Désormais, la surveillance des ressources est améliorée et la pêche mieux contrôlée. Les acteurs souhaitent que les communautés soient associées à la gestion de ces aires marines protégées. Il représente une expression de reconnaissance, une marque de gratitude apparue depuis fort longtemps dans le langage. Le mot merci a été à l'honneur durant l'un des jours de la semaine. Peut-on se passer du merci durant une journée entière? Apparemment, la réponse est non, mais est-ce la vie des Béninois? Une équipe de notre rédaction a promené son micro pour savoir quelle importance ils accordent à ce mot. Voici les propos recueillis par Fleury Dovonou et Françoise Insou. Merci. Merci est un mot qui exprime la joie. Lorsque quelqu'un pose un acte qui me rend heureux, je peux lui dire merci. Merci, c'est un mot sacré. Si tu es là le matin, c'est le merci. Tu dors, c'est merci. Mais toutes les secondes que nous passons, on doit dire merci parce qu'il y a des gens qui veulent cet instant mais qui ne l'ont pas. D'autres sont à l'hôpital, nous sommes là, mais on doit remercier le Seigneur. Si quelqu'un me fait quelque chose et je suis fier de la personne, je dois dire merci pour la personne. Ça, c'est forcé. Le mot merci exprime une reconnaissance. En disant merci, on encourage l'auteur du geste à le répéter une prochaine fois et même à faire plus. À un simple bonjour dans la rue,
Il faut répondre en ajoutant merci, car celui qui te salue fait preuve de respect. Si moi je fais quelque chose, je fais du bien à quelqu'un, s'il ne me remercie pas, je ne serai pas contente. Ça me fait du mal. La prochaine fois, je ne peux plus lui donner quelque chose ou bien lui faire quelque chose. Qu'on soit joyeux ou fâché après l'acte de quelqu'un, on peut dire merci. Depuis ce matin, j'ai déjà dit merci plusieurs fois. Même si je ne remercie personne en une journée, je dois remercier le Créateur du ciel et de la terre, car c'est grâce à lui que nous avons le souffle de vie. Il peut arriver qu'un débiteur ne paye pas ses dettes. On peut lui dire merci parce que s'il avait remboursé un peu plus tôt, les sous auraient pu se perdre. À toi de savoir comment apprécier et dire ce merci. La personne t'a fait du bien, tu lui dis merci. Mais merci au sens figuré parce que la personne t'a fait du mal, mais ce mal s'est traduit en bien. Voilà, c'est la fin de ce mini-journal. Ne décrochez surtout pas car votre émission se poursuit. Merci à vous, Alexandra Diotan. Et sans plus tarder, on va suivre la revue de presse économique. C'est une présentation de Amandine Anyambossou. Bonjour et bienvenue à vous. Plusieurs sujets ont meublé les journaux cette semaine. Exécution de la loi de finances gestion 2022, les modalités des dépenses publiques en mode programme, titre La Nation. Les règles que cette réforme implique sont présentées aux gestionnaires de crédit. Selon le journal, le Bénin marque une rupture définitive avec l'approche classique de gestion budgétaire. Désormais, la gestion se fera en mode programme. L'événement précis précise que plusieurs cadres sont formés sur les modalités d'exécution. Il faut le rappeler, la loi de finances pour la gestion 2022 est équilibrée en ressources et en charges à la somme de 2541,2 milliards de francs CFA. Elle est composée des dépenses ordinaires, des dépenses en capital, des charges de trésorerie, du Fonds national des retraites du Bénin et du compte d'affectation spéciale. La presse du jour nous apprend que le budget de l'État gestion 2022 peut être désormais exécuté après ce lancement. Appui au programme d'action du gouvernement de 60 milliards de francs CFA de la BADEA pour l'agriculture béninoise, nous renseigne La Nation. Ce financement de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique va servir à appuyer le projet d'aménagement hydro-agricole et d'équipement de 12 000 hectares de terre pour contribuer à la relance durable, de développement économique et social. L'accord de financement est intervenu en marge du deuxième forum arabo-africain pour le commerce et le développement. Une information relayée par l'économiste qui titre à sa une « Financement du PAG2, la BADEA octroie au Bénin 60 milliards de francs CFA pour l'agriculture ». Sur un autre plan, le quotidien de service public nous apprend que le Parlement adopte une loi cadre sur l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Ce texte s'inscrit dans le cadre de la réforme du système éducatif béninois qui doit permettre d'avoir une masse critique de compétences en adéquation avec les besoins de l'économie et le marché du travail. Pour l'autre quotidien, le Bénin se dote d'une véritable boussole qui est une volonté manifeste du gouvernement de donner une orientation claire et précise sur le secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le potentiel, quant à lui, précise que cette loi comporte 56 articles et met un peu plus l'accent sur les innovations. En termes d'innovation, on dénombre la mise en place d'une approche éducative et holistique, le mode de gouvernance pédagogique et administrative et l'arrimage de l'enseignement technique et professionnel. Fraternité rappelle qu'après l'activation du cadre juridique,
Le plus dur reste à venir. Selon le journal, la première difficulté réside dans la transformation du maximum de collèges d'enseignement général en lycée. Et pour finir, le matinal et palmarès nous informe d'un décaissement de 15 milliards de francs CFA pour le renforcement du microcrédit à l'AFIA pour l'année 2022. Fin de cette revue de presse économique, WeekEco se poursuit avec Ulvaeus Balogun. Et sans plus tarder, on va installer les confrères pour le plateau décryptage. Deux habitués de ce plateau donc pour parler de la diplomatie béninoise. Je reçois ce matin Gédéon Veba. Bonjour. Bonjour Ulvaeus. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. À côté, Marcel Zoumenou. Marcel, bonjour. Bonjour Ulvaeus. Merci également d'être là. Alors Marcel, déjà, quel est le regard que vous portez sur la diplomatie béninoise durant l'année 2021 qui vient de s'écouler? Je peux dire que c'est une diplomatie qui a eu ces dernières années un parcours en dents de scie. D'abord, on a noté des reculs sur beaucoup de terrains et puis à partir de 2021, on a quand même quelques actions d'éclat qui peut nous permettre de dire que la diplomatie béninoise est en train de rebondir. Parmi les actions d'éclat, je peux citer cette désignation du Bénin dans le Conseil des Nations Unies, Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. C'est vrai qu'il y a beaucoup de débats autour. Il y avait pas un challenge puisque le nombre de places correspondant au nombre de pays qui ont été retenus. Mais il faut avouer que ça offre plus de visibilité à notre pays. Et enfin, il y a le retour des trésors que je vois comme, même si ce n'est pas très diplomatique, c'est de la diplomatie culturelle. Et donc, je trouve que c'est quelques actions salutaires. Mais à côté de ces actions salutaires, je dois dire que il y a des options antérieures qui ont été prises, qui ont marqué le recul, c'est les fermetures des ambassades. Je crois qu'on aura l'occasion d'en parler. Gédéon, faites-vous la même lecture ou presque, ou pas du tout, avec Marcel? Non, je ne prends pas l'analyse de Marcel Zoumenou. Je pense que la diplomatie béninoise fait son petit bonhomme de chemin, même si elle n'est pas très offensive sur le terrain. On aurait aimé qu'elle soit très offensive, comparativement à d'autres diplomaties que nous observons, notamment la Côte d'Ivoire, le Sénégal et autres pays qui, quand même, se font sentir sur le marché diplomatique. Nous ne sommes pas encore vraiment compétitif, on va dire, aujourd'hui. On n'est pas très compétitif, il faut travailler à être compétitif sur le terrain, à positionner des gens. Il a dit, on a eu, je crois que c'est une élection, l'élection du Bénin au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Et puis, la période 2022-2024. Absolument, et puis le retour des trésors royaux qui constituent les deux, je dirais, résultats que nous avons eus en 2021. Mais je pense qu'il faut travailler davantage à soit une diplomatie très offensive, une diplomatie vraiment qui reste incontournable dans le système, dans la géopolitique internationale. Justement, en parlant de la géopolitique internationale, est-ce que cette place qu'on a eue au sein du Conseil des Nations Unies a un intérêt particulier pour le Bénin, à part être bien positionné et être connu peut-être des autres nations qui forcément ne connaissent pas le Bénin? Absolument. Il faut être là où ça se décide, là où ça se discute, là où ça parle. Donc, être dans ce creuset, je pense que ça permet au Bénin d'avoir une visibilité, d'avoir les informations de première main et de pouvoir agir en conséquence. Donc, ce n'est pas mauvais. C'est une très bonne chose et je crois qu'on doit féliciter le Conseil national des droits de l'homme. Des droits de l'homme, oui, du tout à Bénin, fait. La commission béninoise. La commission béninoise des droits de l'homme du Bénin, présidée par Clément Kapouchichi, qui a fait un travail vraiment impeccable, qui a permis d'aboutir à ce résultat-là. Alors Marcel, vous avez évoqué tantôt le retour des trésors royaux qui, pour vous, au-delà de tout, est quand même une prouesse diplomatique culturellement parlant. Est-ce que le travail de la diplomatie, apparemment, n'est pas que vous abordez l'aspect culturel de la diplomatie? Autrement dit, cela n'est pas que, on va dire, cela ne se décide pas seulement en costume, cravate, mais il faut également aller
parler de la culture. Ça veut dire, la diplomatie prend plusieurs aspects aujourd'hui. Tout à fait. Et l'aspect culturel, l'aspect économique. Et je crois que l'aspect économique paraît le plus important pour le gouvernement actuel au regard de tout ce que j'ai entendu. Mais c'est cette action qui a été faite. Et si vous suivez l'actualité, même dans les médias internationaux, dans la période, a propulsé le Bénin sur international. Voilà. Et donc, la diplomatie, c'est toutes les actions que vous menez pour rendre votre pays visible. C'est comme quand nous faisons de la communication ou un produit. Le retour de la communication n'est pas automatique. C'est quand vous investissez dans la communication. Ce n'est pas automatique. Et donc, tout ça a des retombées après. Et donc, ce qui a été fait pour le retour des biens culturels, que moi je trouve salutaire, et qu'on doit continuer parce que 26 œuvres sur peut-être combien, 200 ou 3000, voilà. Et je crois qu'il doit y avoir un effort qui doit être fait pour qu'on ramène progressivement tous les deux. Mais je crois que pour ce qui a été fait, c'est très important pour notre culture, c'est très important pour la politique culturelle du gouvernement actuel et je crois qu'il faut continuer à aller à faire des choses dans ce sens-là. Vous voulez réagir? Non, je suis d'avis avec ce que Marcel a développé. On a tout à gagner à rendre plus visible ce que nous faisons. Et je constate que ça ne commence pas à venir, même si ce n'est pas encore ce que nous aurions souhaité, nous en tant que citoyens. Mais ça ne commence pas à venir et puis il faut rester dans cette dynamique pour que le Bénin soit davantage, je dirais, connu dans le monde. Oui, connu dans le monde. Ça donne, est-ce que ces actions donnent-elles de la crédibilité à notre démocratie, au-delà même à notre pays? C'est deux choses différentes à mon avis, hein, même s'il y a des corrélations vraiment minces. Non, ça participe à rendre visible, comme il a dit, le Bénin, de telles actions. Celui qui est en Chine, qui entend parler du Bénin, se dit, mais c'est quel pays? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ça suscite la curiosité. Donc je pense que ce n'est pas mauvais que de travailler à mieux vendre le pays sur la scène internationale. Alors, mais ce qui peut paraître un peu paradoxal, c'est qu'au même moment où on essaie de vendre le pays sur le plan international, on assiste malheureusement, ou on a assisté malheureusement à la fermeture de certaines représentations diplomatiques. Une décision qui ne se comprend pas forcément. Oui, absolument. C'est vrai que la politique diplomatique définie par le chef de l'État, c'est lui qui a, je dirais, le pouvoir discrétionnaire de décider de la politique diplomatique. Et c'est lui qui voit, en fonction des enjeux et présents, la nécessité de garder ou de fermer une ambassade. Mais à mon avis, et pour ce que j'observe et que je constate ailleurs, je pense que être présent à des endroits stratégiques, c'est toujours utile. Même si on estime que c'est budgétivore, certaines ambassades sont budgétivores et il faut dépenser inutilement. Moi, je pense qu'on ne doit pas regarder forcément ce que on sort, ce que ça coûte une ambassade, mais c'est ce que ça rapporte du point de vue diplomatique. Quand on me dit, par exemple, qu'on a fermé le Japon, on a fermé, je crois, l'Italie, on a fermé l'Éthiopie qu'on a rouvert récemment, et d'autres points stratégiques. L'Afrique du Sud, par exemple, moi, je ne peux pas comprendre. Bon, ça, c'est moi, ça. Le chef de l'État est le seul, comme je l'ai dit, à décider. Mais quand on dit qu'on a fermé l'Afrique du Sud, qui est quand même, je dirais, un pôle stratégique du point de vue diplomatique, parce que c'est l'Afrique du Sud, c'est l'Afrique australe, il y a plusieurs pays, il y a beaucoup d'enjeux là-bas. Et mieux, nous sommes dans un partenariat où je crois qu'on a fait la suppression des visas. Des visas, tout à fait. Pour tout, donc l'Afrique du Sud a une ambassade ici, nous avons aussi là-bas. Quand on ferme ça, qu'est-ce qu'on veut envoyer comme message? Est-ce qu'on veut dire, bon, il n'y a pas trop d'intérêt pour nous en Afrique du Sud? Est-ce qu'on veut dire qu'il n'y a pas d'enjeu pour nous? Moi, je trouve ça... Bon, c'est la lecture que vous en faites. C'est un peu discutable pour moi. C'est un peu discutable. Je pense qu'on peut revoir, on peut raisonner autrement que de dire, bon, qu'est-ce que nous gagnons? Et surtout des pays où nous avons, par exemple, des bâtiments. Nous avons nos propres locaux. Quand on prend Bonn, en Allemagne, nous avons nos propres locaux à Bonn. C'est fermé. Et au Canada aussi, à Montréal, on a nos propres locaux. C'est fermé. Moi, je ne sais pas comprendre. Bref, comme je l'ai dit, le président est le seul à décider de la politique diplomatique. Alors, Marcel, est-ce que vous arrivez à comprendre un peu qu'on veuille, au même moment qu'on veuille se révéler au monde, qu'on décide au même moment de revoir un peu, diplomatiquement parlant, nos représentations, de les diminuer?
c'est peut-être le challenge est peut-être ailleurs pour le moment. Non, moi je ne comprends pas. Et je crois que en son temps, Nouvelle Tribune avait fait des articles un peu critiques contre les options qui ont été faites. Je crois que à un certain moment, il y a une erreur. Je peux le dire, qu'il y a une erreur qui a été peut-être glissée dans l'appareil d'État, où on a sûrement dû expliquer au chef d'État ou au ministre des Affaires étrangères que les ambassades devaient être comme des quincailleries, c'est-à-dire des structures qui ouvrent leurs portes, où on vend quelque chose, où l'argent vient automatiquement à la maison. Je crois que considérer les ambassades comme des structures qui doivent ramener de l'argent frais à la maison, c'est une erreur. Comme je le disais tout à l'heure, le Bénin ne paye rien à se rendre visible. Et nous devons chercher par tous les moyens à se rendre visible. Et aujourd'hui, quand vous regardez l'évolution du monde, le sport est aujourd'hui un vecteur par lequel beaucoup de pays passent pour se rendre visible. Quand votre pays est présent à une Coupe du Monde, ça vous offre une visibilité vraiment incontournable aujourd'hui. Et donc, nous avons, je crois, une trentaine d'ambassades avant, qu'on a réduit à 10. Je crois que sur 189 pays, moi je trouvais même que les 34 étaient très peu et qu'il fallait ouvrir un peu plus d'ambassades. Et là, c'est là que je n'ai pas compris les options du gouvernement. Parce que au-delà de fermer, c'est qu'il y a des postes stratégiques qu'on ne devait jamais fermer. Bruxelles. C'est là qu'il y a le siège de l'Union européenne. L'Union européenne, aujourd'hui, en tout cas jusqu'au moment où je parle, est l'un des partenaires privilégiés du Bénin. Je crois que c'est le premier bailleur financier du Bénin en matière d'appui budgétaire. Et puis, il y a Addis Abeba, qui est le siège, là où il y a le siège de l'Union africaine. Le Bénin est membre de l'Union africaine. On ne pouvait pas fermer ça. Et après, il y a New York. Je crois qu'on a rouvert New York et c'est, comme je le disais tout à l'heure, nous on a écrit un article assez critique. Je ne sais pas si ça a inspiré le gouvernement, mais quelques mois après, on a rouvert New York. Parce qu'on ne pouvait pas fermer notre ambassade. Le Bénin n'a pas les moyens de vivre en autarcie. Ce n'était pas possible. Si on ne comprend pas, est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'on ne nous explique pas pourquoi est-ce qu'on s'en va fermer? Non, les raisons ont été évoquées. C'est, comme je le disais, c'est les raisons économiques. On veut réduire les charges des ambassades, ouvrir des pôles qui vont avoir des ambassadeurs itinérants. Alors, quand vous avez des ambassadeurs itinérants, ça n'a pas le même poids, la même influence qu'un ambassadeur qui siège. C'est ça le problème. Je crois que le gouvernement est en train de se rattraper. C'est le plus important. Oui. Alors vous, oui? Non, je vais renchérir un peu ce que Marcel a dit pour dire que on peut comprendre qu'on ferme des ambassades qui sont vraiment, je dirais, qui n'ont pas vraiment d'enjeu, qui n'apportent... Comme au Niger. Non, c'est faux. C'est faux parce que le Niger est le premier partenaire commercial du Bénin. Non, vous ne comprenez pas. Je dis qu'on peut comprendre qu'on ferme certaines ambassades pour des raisons géostratégiques où on peut dire, bon, vraiment, il n'y a pas matière à... Mais quand on ferme Genève, Bruxelles, Bonn, Addis Abeba et autres, c'est pas possible. Moi, je ne peux pas comprendre. Parce que on ne peut même pas dire que pour des questions d'argent qu'on a fermé Genève. Parce que Genève, il y a 2 sièges là. Il y a l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui a son siège à Genève. Il y a aussi l'OMS il y a même l'ONU qui a l'ANES. L'ANES de l'ONU, c'est à Genève. Donc on ne peut pas dire que le Bénin n'est pas à Genève. Le Bénin doit être à Genève. Parce que les négociations diplomatiques se font là. Bruxelles, il a dit, c'est l'Union européenne qui a son siège là. Et d'autres structures également qui ont le siège là. Donc, on ne peut pas dire que l'OTAN aussi doit avoir son siège quelque part. Oui. À Bruxelles, je crois. Oui. Mais si on quitte ces pays, soit disant que bon, ça ne rentabilise pas, ça n'apporte rien, moi je pense que c'est... En tout cas, pour ma part, je pense que, franchement, ce n'est pas un bon calcul. Bon, je pense que le péage est... Maintenant, aujourd'hui, il est en train d'être dit, on constate que la diplomatie béninoise sera davantage un outil de développement, selon ce que le ministère est en train de proposer. Et que grâce au programme d'action du gouvernement, les 14 ambassades seront désormais des pôles régionaux du fait de la nouvelle carte diplomatique du Bénin. Et qu'il y aura la mise en place d'une zone de libre-échange, vous l'avez dit tout à l'heure, avec le Nigeria et des conseillers au partenariat et à la coopération décentralisée auprès des communes. C'est des innovations, tout ça, ce sont des innovations à saluer et je pense que ça pourra impacter. Mais il n'en demeure pas moins qu'il faut revenir sur certaines ambassades fermées. Notamment Genève, Bruxelles, qui sont vraiment des lieux hautement stratégiques. Pour un pays qui ambitionne
d'aller sur la scène internationale, de rayonner sur la scène internationale si on ferme ces ambassades. Moi, je pense que ce serait passé à côté. Marcel a dit quelque chose d'intéressant, c'est qu'avec les pôles régionaux, désormais, que le gouvernement va déployer à partir de 2022, est-ce que ce n'est pas un peu éparpiller les efforts des ambassadeurs? Les ambassadeurs itinérants auront du mal. Celui qui couvre Paris doit se retrouver à couvrir Danemark, l'Estonie. Ce n'est pas forcément évident. Le résultat ne sera pas impactant. Non, même pas le passé, ça se faisait. Celui qui est à Paris, il couvre plusieurs pays. Il couvre, je crois, il a l'Italie, il y a Luxembourg, beaucoup de pays qui couvraient en temps. Maintenant, l'approche qui est en train d'être développée, il y a même des consuls qui sont recrutés, je crois, qui doivent être recrutés pour appuyer. Par exemple, au Maroc, on a un consul à Tanger, je crois, et d'autres pays aussi. C'est une bonne chose. Je crois que c'est une expérience qu'on veut mettre en œuvre. Souhaitons que cette expérience soit concluante et que ça puisse apporter plus de ressources ou de résultats, pour être plus simple. Mais moi, je trouve qu'il faut étoffer plus notre cadre diplomatique. Il ne faut pas réduire la cadre diplomatique. Ailleurs, les gens travaillent à élargir le cadre diplomatique. On ne rétrécit pas ça. Bon, moi, je ne sais pas si c'est la meilleure option, mais on va faire l'expérience pour tirer les conclusions. Les conclusions, justement, on va faire l'expérience des pôles régionaux composés de plusieurs pays, une expérience qui pourrait peut-être nous permettre au Bénin d'être encore plus vus sur le plan international. Oui, bon, c'est une expérience à faire. Bon, c'est le choix du gouvernement, mais je ne suis pas sûr que cette option soit payante. Parce qu'au-delà même des postes stratégiques dont on vient de parler, même dans les autres postes diplomatiques qu'on croit ne pas être importants, quand vous analysez très bien, ils sont très importants pour nous. Tout à l'heure, je parlais par exemple du Niger. Le port du Niger, c'est le port de Cotonou. Si aujourd'hui le Niger décide de changer le Bénin, pour des raisons diplomatiques, politiques, de changer son port, mais c'est un manque à gagner pour le port de Cotonou. Donc, la diplomatie doit être partout. On doit chercher partout à ouvrir de nouvelles possibilités pour permettre de rendre notre pays visible. Parce que, moi, je dis toujours, la diplomatie, c'est la première ou bien même la première régie financière du Bénin. Quand on parle, on dit, bon, la douane, les impôts, oui, mais la diplomatie apporte beaucoup d'argent à nos pays. Et il faut qu'il y ait des ambassadeurs qui soient à poste, qui savent que dans telle structure, dans tel pays, il y a une opportunité qu'on peut saisir. Et quand vous faites le point, la plupart des grands projets, des grands financements que le Bénin a eu depuis 1960, c'est les efforts des diplomates qui sont au ministère des Affaires étrangères et dans les postes diplomatiques. Et je crois qu'il faut continuer à leur faire confiance et ouvrir plus de postes de représentation diplomatique et permettre à notre pays d'être visible. Alors, plutôt que de fermer des ambassades, il faut assigner des cahiers de charges bien déterminés aux ambassadeurs pour dire, pour l'année 2022, voilà ce que nous attendons de vous, à votre poste, et faire la reddition des comptes à la fin de l'année. Mais que de dire, bon, on va fermer parce qu'on n'a pas eu un résultat probant, on n'a pas eu de l'argent, on n'a pas eu du cash, il n'y a rien, l'ambassade n'a rien apporté. Alors, je pense qu'on raisonne comme ça, ce serait passé un peu à côté de la plaque, parce que l'objectif d'une ambassade, ce n'est pas forcément, comme il a dit, de rentabiliser, mais c'est plutôt d'aider à faire rayonner le pays sur la scène internationale. Alors, on va finir avec l'axe, le deuxième point important du PAG2, notamment sur le plan diplomatique. C'est l'établissement, vous l'avez dit tantôt, d'une zone de libre-échange avec le Nigeria et les autres pays de la sous-région. Alors, sachant qu'on a encore du mal aujourd'hui, dans la zone CEDEAO, la circulation des biens et des personnes, c'est encore, on va dire, un rêve pieux. Malgré tous les efforts qui ont été faits, cette décision semble quand même salutaire. Oui, si ça se concrétise, bien sûr, parce qu'avec le Nigeria, il faut porter des gants. Ce n'est pas un pays où les choses se passent de façon très normale. On a eu le tarif extérieur commun qui a été lancé par la CEDEAO, l'UEMOA aussi a fait ça, mais rien n'a été jamais appliqué. Le Nigeria est resté réfractaire à ces différentes dispositions de l'espace. Est-ce qu'aujourd'hui, ils vont être réceptifs à ce que nous proposons? Est-ce qu'ils vont vraiment nous accompagner et aller dans ce sens? That is the question, comme le disent les Anglais. On va attendre de voir si vraiment ça va marcher cette fois-ci. Mais c'est souhaitable. Si les Européens ont pu trouver ça dans leur espace,
On parle de l'Union européenne, je crois. L'Union européenne a créé un grand marché et qui fonctionne. Ce marché existe, même si la Grande-Bretagne est sortie de ce marché. Ça, il n'en devait pas moins que c'est un grand marché qui permet à tous les pays de commercer, de mener des activités commerciales. Si nous pouvons faire ça avec le Nigeria, c'est un géant. C'est 200 millions d'habitants. Donc, trouver un accord de libre-échange avec le Nigeria, je pense que c'est gagnant-gagnant. Et le Nigeria et nous allons gagner. Donc, je pense que c'est à saluer, à encourager. Alors, récemment, on a subi de plein fouet la fermeture des frontières du Nigeria. Bon, en tout cas, de moins en moins, on ressent le choc de la fermeture. Alors, redéfinir un nouveau cadre commercial avec le Nigeria ne peut que bénéficier au Bénin, en tout cas. Oui, je crois que au regard de notre positionnement, on ne peut pas vivre sans ne pas collaborer avec le Nigeria. C'est notre voisin, c'est la première puissance économique de l'Afrique. Et jusqu'à preuve de contraire, il y a beaucoup de produits que nous consommons ici qui viennent du Bénin, même des denrées parfois viennent du Bénin, et donc du Nigeria. Donc si le gouvernement propose un cadre qui permet de rassurer le Nigeria, qui permet de travailler avec ce pays pour que nous puissions être beaucoup plus en harmonie, je crois que c'est salutaire. Au regard de tous les problèmes qu'on a eus avec ce pays ces derniers temps-ci, je crois qu'il faut travailler à rendre les relations avec le Nigeria un peu plus normales, un peu plus cordiales. Il y a le mémorandum de Badagry qui était un document assez intéressant et sur lequel les deux États s'étaient déjà entendus sur les produits qu'il faut accepter dans l'un ou l'autre des pays. Je crois qu'il faut poursuivre ce genre de discussion. Il faut renforcer pour que chaque pays puisse bénéficier l'un de l'autre. Même le Nigeria, qu'il soit la première puissance, a forcément besoin du Bénin. Forcément. Dans plusieurs domaines. Je pense que beaucoup de Nigériens viennent acheter notre riz qu'on produit ici, le maïs et autres. Donc je crois que c'est ça. Si on peut appliquer ne serait-ce que le mémorandum de Badagry qui est signé depuis 2003, si je me trompe, si on appliquait seulement ça, je pense que c'est salutaire pour les deux parties. Bon, malheureusement, il y a toujours eu des problèmes des deux côtés. Ça n'a jamais été appliqué à 100%. C'est le moment de remettre cela sur le tapis. Absolument. Merci à vous, chers confrères, pour ce décryptage. Marcel Zoumenou, merci d'être passé. Merci pour votre regard. Gédéon Weba, merci également. C'est un plaisir. Merci pour la patience. C'est un plaisir. On installe tout de suite le dossier de la semaine. L'année 2021 aura été pour le secteur privé béninois l'une des pires années en raison des effets négatifs de la pandémie de Covid-19. Entre résilience et relance des activités économiques, l'année 2022 s'annonce un peu plus prometteuse. On suit cet élément et on revient en plateau pour en parler. Les meilleurs vœux de santé, de paix, de bonheur et de succès. D'une seule et même voix, les acteurs du secteur privé formulent ici leurs vœux aux responsables de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Expression de l'union qui règne désormais entre les différents creusets d'opérateurs économiques au Bénin. Des opérateurs économiques qui s'engagent aussi à jouer leur partition dans la concrétisation du PAG2, dont le financement nécessite la contribution des entreprises privées à hauteur de 52%. Nous avons choisi cette forme de nous retrouver ensemble pour rompre la tradition et faire une communication porteuse d'un message fort d'unité du monde économique. L'année 2022 sera également celle d'une implication plus importante dans le PAG2 des entreprises nationales. Que chacun, en ce qui le concerne, dans son domaine d'intervention, puisse exceller au mieux aux côtés du gouvernement et surtout dans l'accompagnement de son programme d'action. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin se réjouit de la démarche du secteur privé et compte sur l'accompagnement des chefs d'entreprise pour l'atteinte des objectifs du PAG2. Cette cérémonie de vœux aujourd'hui est la première base de cette unité du secteur privé que nous souhaitons inscrire dans le marbre. Je formule le vœu
qu'ensemble nous arrivons à renforcer le rayonnement économique de notre pays. Je formule d'une communauté des affaires forte, résiliente et diversifiée, moteur d'une économie béninoise florissante. En promettant de maintenir allumée la flamme de l'unité au service du développement, les opérateurs économiques entendent aussi perpétuer cette cérémonie commune de présentation de vœux. Et pour en parler à plateau avec nous, nous recevons Roland Ribou, président du Conseil des investisseurs privés du Bénin. Roland Ribou, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et pour m'accompagner dans l'entretien de ce matin, Rodrigue Babagueto, bonjour. Loïs Balogun, bonjour. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous savoir des nôtres pour cette nouvelle émission. Loïs Balogun, vous l'avez dit, cette année 2022 s'annonce prometteuse. Et puisque nous avons le président du Conseil des investisseurs privés au Bénin, il va nous dire si ça l'est réellement. Roland Ribou, bonjour. Alors, vous êtes président du Conseil des investisseurs privés au Bénin. Nous allons dire, dans les premiers jours de cette nouvelle année 2022, le spectre de la Covid-19 est toujours là. Cela vous effraie-t-il? Bon, écoutez, franchement, moi, je n'ai jamais été tellement effrayé par la Covid-19. J'ai toujours pensé que c'était quelque chose qui avait été surmédiatisé dans les pays développés. Une espèce de folie, d'hystérie. Pour quelque chose qui, effectivement, a affecté terriblement les personnes âgées, les personnes affectées aux comorbidités, mais de manière générale, a laissé indemne l'immense majorité des autres. Si on regarde les statistiques réelles, on s'aperçoit que c'est seulement 0,2% des personnes contaminées qui sont mortes. Bien sûr. Donc c'est un chiffre ridicule, on n'est pas aux 30% de la peste noire, enfin. Donc, je pense que... On sait quand même que c'est vrai qu'il n'y a pas eu autant de décès que ça, mais les implications derrière, parce que l'activité économique a été totalement ralentie dans le monde. Ah, mais vous avez entièrement raison. Je peux dire que c'est une surréaction, si vous voulez, de gens qui ne savaient pas ce qui se passait. Bon, c'est pas de leur faute en partie, mais enfin tout de même, il y a eu la pression des médias. Oui. Qui a fait qu'il fallait à tout prix réagir. Par exemple, je me rappelle, Boris Johnson, au début, disait, bon, on va laisser les gens acquérir l'immunité. Et puis ensuite, on a dit, ah ben non, il y en a tellement qui meurent, c'est pas possible, donc il faut faire quelque chose, etc., si vous voulez. Donc, et vous regardez, il y a un ou deux pays en Europe, par exemple, qui ont été, je veux dire, cool. La Suède. Oui. Quand vous regardez les chiffres de la Suède, qui a toujours refusé confinement et mesures extrêmes, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas plus de décès que ceux qui sont allés à l'extrême. Donc effectivement, et là, malgré tout, il faut parler des Chinois quand même. Les Chinois ont voulu aller à Covid-0. Okay. Il y a d'autres pays comme ça. Vous avez par exemple la Thaïlande, qui avait 2 millions de touristes en décembre une année. L'année suivante, ils avaient 200. Donc, c'est des gens qui ont voulu arrêter ça complètement. Mais enfin, même le Vietnam a fait ça aussi. Je pense que c'est quasiment impossible. Et ici au Bénin, durant l'année 2021 écoulée, comment est-ce que le secteur privé a ressenti ces effets-là de la pandémie? Bon, le secteur privé, bien évidemment, il y a des mesures qui ont été prises dès 2020, n'est-ce pas? Donc, la 2021, ça a été une continuation. Mais je veux dire que l'État s'est conduit d'une manière extrêmement raisonnable. Moi, j'ai admiré le président Talon qui a refusé le confinement. Bien sûr. Vous avez un tas de pays africains dans la sous-région qui l'ont fait, si vous voulez, dans des conditions des fois un peu extrêmes. Le président Talon a refusé. Et donc, je crois qu'il nous a sauvés de difficultés énormes. Bon, après, bien entendu, chacun a pris ses mesures, distanciation, dans les usines on fait très attention, etc., si vous voulez. Mais enfin, je pense que grâce à la sagesse de nos dirigeants, nous avons échappé à la catastrophe. La catastrophe. Oui, on a échappé à la catastrophe grâce aux mesures prises par les dirigeants. Mais vous-même, du côté du secteur privé, est-ce que vous avez eu à poser des actions concrètes, justement? Oui, bien entendu, bien entendu. Donc, nous sommes CIPB, un cercle de réflexion, pas plus que ça. Hein. Donc, mais par contre, nous avons une très bonne entente avec la Chambre de commerce et le patronat. Et vous vous rappelez sans doute que le ministère des Finances, qui était très ouvert à cela,
a pris des mesures en concertation plus ou moins avec ces organismes, de façon à avoir par exemple une ligne de bonification de 100 milliards que les banques ont pu distribuer sur 3 ans. Bien sûr. Il y a eu aussi sur les salaires, pendant 3 mois, 70% des salaires ont été compensés. Vous avez également le report des remboursements de crédits bancaires d'1 an, avec un soutien de la Banque centrale, avec un taux de 3,5% de refinancement, si vous voulez. Oui. Donc oui, le secteur privé s'est mobilisé pour aider l'État à nous aider, si vous voulez. Le secteur privé s'est mobilisé. Est-ce qu'il y a eu des difficultés justement dans cet accompagnement-là que vous apportiez aux différentes entreprises? Écoutez, forcément, parce que, répétons-le, les problèmes ne sont pas endogènes, ils sont exogènes. Okay. Si vous regardez bien ce qui se passe actuellement, vous avez, même aujourd'hui, une désorganisation totale du fret. Le fret, depuis la Chine, a augmenté 4 fois. Oui. Parce que vous payez $3 000 pour un conteneur, vous payez $12 000. Depuis la Turquie même, vous payez 2 000 €, vous en payez 10 000, 5 fois. Donc, bien évidemment, ça a bouleversé les choses. Et également du point de vue des matières premières, puisqu'il y a eu des diminutions de production qui sont arrêtées ici, là, etc. Vous avez une désorganisation totale du trafic. Ce n'est pas seulement le prix, mais aussi vous attendez une marchandise pour telle date, elle vient un mois après, etc. Si vous voulez. Donc, par exemple, je prends le cas important pour tout Béninois du prix du blé. Le prix du blé est passé de $410 la tonne à 560. Oui. Ce qui fait que nous allons voir actuellement, ce mois-ci, vous allez voir que le prix du sac de farine vendu au boulanger va passer la base des 20 000 depuis des années, des 20 000 CFA depuis des années. On va être à 23 000 CFA d'ici la fin du mois. Donc tout ça, ce sont des éléments, nous dépendons quand même beaucoup du commerce extérieur, des matières premières qui viennent, et effectivement, ça a été d'énormes problèmes. Alors, la Covid-19 nous a montré qu'il fallait se réinventer, il fallait faire les choses autrement. Dites-nous, avec cette pandémie, la relance économique, on parle de cette relance-là par l'offre et par la demande. Avec cette pandémie de Covid-19, laquelle est plus adaptée, selon vous ? La demande dans nos pays, c'est un peu difficile, hein, parce que finalement, le pouvoir d'achat, il n'est pas ici, il est dans les pays du Nord. C'est pourquoi, d'ailleurs, il y a toute cette opération de commerce extérieur, si vous voulez. Hein. Donc, pour moi, franchement, la chose importante, c'est plutôt petit à petit adapter une offre et puis profiter du fait que l'offre extérieure est devenue aléatoire. Et donc, ça devrait permettre de créer une offre locale plus importante. Okay. Je prends différents sujets. Justement, le ball wheel que je connais, puisque j'ai été à Flux d'Or jusqu'à l'année dernière, si vous voulez. Et donc, là, c'est clair que si l'on favorise nos unités locales, c'est quand même mieux pour le consommateur que compter sur des choses qui maintenant sont devenues aléatoires. Si vous voulez. Alors, vous au sein du Conseil, est-ce que justement, vous réfléchissez à revoir la façon dont vous offrez justement les services? Vous avez parlé aujourd'hui vous parlez tantôt, de travailler sur l'offre locale. Est-ce que le Conseil réfléchit justement à offrir aux Béninois cette offre-là locale? Et l'offre locale, c'est long shot, hein, comme on dit, hein, c'est plusieurs étapes en avant. Okay. Ce n'est pas quelque chose qui se crée rapidement. Par exemple, le budget de l'État de 2022 prévoit qu'il n'y ait plus de droits de douane et de TVA sur des équipements pour les PME. Jusqu'ici, ces systèmes-là, c'était dans le cadre des tarifs A, B et C du Code des investissements. Hein. Donc c'était pour des grands investissements. Maintenant, ça ne me paraît pas absurde vraiment de faire en sorte que tout investisseur de quelque taille qu'il soit puisse obtenir des machines pour fabriquer localement et ajouter de la valeur locale, si vous voulez. Donc ça me paraît être une mesure de bon sens, une mesure excellente. D'autres mesures, c'est effectivement le matériel roulant. Dans ce matériel roulant, maintenant, est quasiment exonéré de droits de douane et de TVA. Donc ça a aussi un gros avantage là-dessus, si vous voulez. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de l'offre
comme principale, je vais dire, mise pour relancer l'économie. Mais est-ce qu'il y a des leviers particuliers sur lesquels il faut tabler? Vous avez parlé tout à l'heure du local, mais à part le local, est-ce qu'il y a autre chose? Ah si, quand même, parlons du local. Vous avez le PAG numéro 1, numéro 2. Donc le PAG 1, oui. On l'a vu, il s'est mis vraiment en branle, justement, 2021. Les infrastructures, ça va constituer un point très important, si vous voulez, de création de PIB. Hein. Ça, c'est clair. Donc, ça c'est là. Après, répondre à une offre étrangère, hein, parce que c'est ça que vous parlez finalement. Hein. Oui, qu'est-ce qu'on a à offrir à l'étranger? Bon, bien, par exemple, le tourisme. Aussi bêtement, si vous voulez. Le tourisme, on se dit, bon, le Bénin, qu'est-ce qu'il a à offrir par rapport aux destinations? Tout d'un coup, vous voyez que la Thaïlande est fermée. Hein? Vous voyez que les gens qui sont en Europe, là, souhaitent se déplacer. S'il faut se déplacer en train, il faut présenter un pass sanitaire qui ne garantit rien du tout, parce que vous avez vos injections de ces produits bizarres, là. On va quand même, vous risquez quand même d'attraper la Covid et puis de la contaminer. Venez ici, rien du tout. Ça n'existe pas. Il n'y a plus rien, si vous voulez. Donc, je pense qu'il y a toute une publicité qu'on peut faire pour inciter les gens à venir prendre un peu l'air, arrêter d'être harcelés partout. Vous allez au restaurant, il faut montrer le pass. Vous faites. Enfin, ici, c'est beaucoup plus relax. À juste titre, je veux dire, à juste titre. Hein. Donc, c'est pas que le système est relâché, ça veut dire qu'ici, bon, c'est bien géré. Bien sûr. Oui. Alors, parlons rapidement de la loi de finances. Loi de finances 2022 qui a été votée récemment et qui prévoit des actions pour booster les efforts des entreprises privées. De quoi vous satisfaire, vous? Oui, mais écoutez, je le répète, hein, j'ai regardé les mesures une après l'autre, elles sont innombrables. Si vous voulez, les nouvelles mesures sont extrêmement nombreuses. On a changé les noms pour ceci, pour cela. Enfin, grosso modo, le foncier est privilégié. Oui. Donc, il y a plus facilement, vous pouvez louer, plus facilement vous pouvez acheter. Et puis ensuite, vous pouvez effectivement louer et puis payer un droit raisonnable dans ce domaine. L'impôt sur le revenu, disons, des personnes physiques a été modifié, donc c'est élargi de façon à ce que des gens qui n'ont pas beaucoup de revenus puissent bénéficier davantage. Et ça, c'est, vous parlez de l'offre locale, si vous voulez, que les gens puissent avoir un petit peu plus pour dépenser. Et puis, je le répète, pour moi, le grand fait, c'est d'avoir décidé que désormais, tout investissement, tout équipement peut être importé Oui, tout à fait, ça c'est important. Du coup, vous entrevoyez une amélioration des affaires avec ces nouvelles mesures-là qui ont été prises? Bon, les mesures, c'est jamais qu'un ensemble, hein, ça fait partie d'un ensemble. Il faut que les gens aient la volonté d'investir, sinon ça ne sert à rien de prévoir qu'ils ne paieront pas de droits sur les machines. Et pour ça, je pense que le PAG2, le chef de l'État, véritablement, vous savez, a l'intention de créer des champions nationaux. Oui. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une incitation, un défi que le chef de l'État lance au secteur privé pour créer des champions nationaux. Et sachant justement que le gouvernement mise beaucoup sur l'implication du secteur privé aujourd'hui, le regard que les investisseurs privés ont sur le Bénin. Oui. Quel est-il? Est-ce que le Bénin, le climat des affaires est suffisamment propice pour venir s'installer, faire des activités, ou il y a encore des doutes? Ça, c'est un immense sujet extrêmement sensible, mais on va l'aborder quand même. Hein. Donc, on a quand même pas mal d'outils. Ces mesures-là, c'est bien. Logic B, c'est très bien aussi. Oui. C'est quelque chose de visible. Ça a été confié à un opérateur international qui connaît bien la musique. Donc ça devrait marcher. Maintenant, il faut que l'investisseur qui vient dans ce pays soit sûr que l'investissement, tout va bien se passer. Alors là, bon, on va dire des choses méchantes. Le chef de l'État, il n'y a pas si longtemps que ça, enfin, au début de son premier quinquennat, avait mentionné le fait que des aires de compétences, vous vous rappelez de ça, hein? Bon, moi, je prendrais les choses un peu différemment. Je dirais que au sommet de l'État, il y a une vision très claire. On sait ce qu'on veut faire. Oui. Le ministre, les conseillers, etc., tout cela, ils savent ce qu'il faut faire. Mais après, au fur et à mesure que vous descendez dans l'administration, vous avez toujours la vieille administration,
de gens qui sont à la traîne. Donc vous avez les chefs qui sont largement devant et puis les autres qui sont un peu derrière. Qui n'ont pas forcément compris la vision. Oui, absolument, tout à fait. Donc moi, dans ma nouvelle vie, là, puisque maintenant j'ai monté une petite structure qui s'appelle Iridium, une des choses que je veux faire, c'est motivation. La motivation, parce qu'il faut de la motivation pour tous. Et la motivation au niveau, malheureusement, de l'administration, elle n'est pas complètement là, si vous voulez. Je prends un cas emblématique et délicat. Le chef de l'État a donné une instruction très stricte au directeur des impôts qui ne voulait pas de redressement fantaisiste. Le redressement fantaisiste, c'est quoi? L'inspecteur vient chez vous, il a vu que vous aviez un chiffre d'affaires de 3, 4, 5 milliards, et par exemple, ou plus, il s'en tirait déshonoré s'il ne part pas avec un redressement de moins 1 milliard, par exemple. Vous voyez? Et puis ça se dégonfle, et à la fin, on s'aperçoit que c'était 50 millions, parce que ici ou là, le comptable avait inverti les chiffres ou fait une erreur, si vous voulez. Là, je parle de sociétés de renom, avec un actionnariat international, etc., si vous voulez. Bon, d'accord, le dommage est réparé au bout de 6 mois, 1 an. Et entre-temps, le siège a été informé, et puis va considérer le Bénin comme c'est quoi ce pays Notre représentant sur place nous dit qu'ils doivent 50 millions, et puis ils nous taxent 1 milliard, etc. On a dû bloquer le 25% de la somme, etc., si vous voulez. Donc ça, c'est un vrai problème. Il faut que Et pour régler ce problème, vous pensez qu'il faut faire quoi? Parce qu'on ne peut pas changer la mentalité des gens. Il n'y a qu'à Faucon. Il y a toujours des brebis galeuses. Bon, les 19-21, le CIPB organise à Grand Popo avec la DGI une grande réunion au secteur privé qui durera 3 jours. En fait, c'était sur 3 jours. Mais j'ai réfléchi beaucoup à ça. Et j'ai une idée qui consisterait à dire, bon d'accord, vous avez bloqué 250 millions à ces gens-là pendant 1 an avant de décider que. Pas très bien, et 250 millions, dans la loi de finances, il est indiqué que vous devez les rembourser par un chèque de la Banque centrale et que vous devez payer un intérêt de 8% l'an du jour où ça a été prélevé jusqu'au jour où ça s'était rendu. Je pense que s'il y avait ce genre de choses, si vous voulez, ça créerait un sentiment de responsabilité de la part des fonctionnaires qui font un peu plus attention. Parce que lorsque tout d'un coup le ministre dit tiens, c'est quoi ça? On doit payer une amende de 50 millions. C'est quoi? Je pense que ça ferait réfléchir. Si vous voulez. Bon, c'est juste une idée, mais si vous voulez, je souhaiterais développer ça effectivement avec le ministre lui-même, le DG Impôts. Mais là, je pense que j'ai révélé un petit peu des choses que je souhaitais Très bien. Alors, pour dire finir, un peu plus tard. Que le temps qui nous est imparti tire à sa fin, quels vont être les défis pour le secteur privé durant cette année 2022? Écoutez, je crois que je viens presque d'en parler en disant que notre défi, c'est essentiellement de nouer un dialogue avec l'État de façon à ce que la maison Bénin soit une maison accueillante à tout investisseur. Je peux finir, puisque donc, ça va te dire à sa fin. Hier, je discutais avec un ami à moi qui est un béninois bien connu, professeur à Princeton, et il a créé une université en Afrique. Donc quand il est en béninois, il l'a installé au Bénin. Il a mis 4 ans à obtenir l'accréditation. Et maintenant, on lui fait des misères sur le terrain, tout ça, etc. Oui, on lui demande des impôts, mais on lui demande de payer 120 millions d'impôts, alors que depuis je ne sais pas combien de temps, on fait une année il perd, une année il gagne, et tous les revenus, c'est essentiellement des subventions qui lui viennent, je pense, des États-Unis ou autres. Qu'est-ce qu'il a fait? Il va créer son université principale à Abuja, une université annexe qui est déjà créée, qui marche bien à Abidjan. Et pour ces 2 universités, il a obtenu l'accréditation en 4 mois. En 4 mois, alors et puis ici, ce serait une annexe, alors qu'il souhaitait faire vous voyez, donc, et ça, c'est des exemples qui se multiplient. Donc je pense qu'il faut vraiment nous aider le chef de l'État à réussir ce défi. Bon, c'est une autre idée, si vous voulez. Oui, rapidement. La HEC a réussi en Côte d'Ivoire à faire des formations de ministères entiers, 8000 personnes sur 2 ans, pour
changer le mental, si vous voulez. Moi, je pense qu'il faut faire ça ici. On arrive là, absolument. Et vous croyez y arriver? Si le chef de l'État me reçoit, je lui demanderai. On espère qu'il va vous recevoir et qu'il va vous écouter surtout. Merci Roland Ribou. Je rappelle que vous êtes le président du Conseil des investisseurs privés du Bénin. Rodrigue Bababrito, merci également pour avoir plaisir, On se donne rendez-vous. Merci infiniment. Merci Président de m'avoir reçu. Merci. On se donne rendez-vous dimanche prochain. Donc c'est tout pour Week-Eco d'aujourd'hui que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj, mais également sur la page Facebook de Bénin Business 24 et la page Facebook de votre émission Week-Eco. Portez-vous bien et à dimanche prochain.